partir du moment où j'ai commencé à réfléchir sur cette question-là, je suis rentré dans un labyrinthe psychique de toute beauté. Oui, cette phrase, c'est une phrase de poète. Et on peut aussi comprendre cette phrase comme euh, nos vies sont le résultat de nos conditionnements et de nos déterminations. Parce que c'est le hasard de la main de singe. Le hasard de la main de singe, c'est le hasard de la vie animale en nous qui écrit nos vies. Chaque acte qu'on produit, c'est comme un coup de dé. Ce coup de dé, il donne un chiffre. Ce chiffre, il implique un parcours invisible, mais il y a ce parcours. Ce parcours, on va le faire. Et en plus, il n'est pas forcément nuisible de le faire. Le seul truc, c'est que d'arriver à chaque fois à se rapprocher au plus près de la porte de sortie, les répétitions. On vit une vie de répétition et on essaye de se rapprocher de l'endroit où ça va cesser de se répéter. Et correspondance de Baudelaire, c'est la question de lire le monde comme un livre, avec un système de résonance, et avec l'idée de la nature comme un temple, avec des piliers qui nous regardent, avec des regards, qui sont vers nous avec des regards familiers. Le monde est comme un livre qui nous est ouvert et qu'on doit arriver à lire. Comment est-ce qu'on le lit? Ça va de Baudelaire jusqu'à Breton. Breton est ce qu'il appelle le hasard objectif, qui est encore une manière de dire que le monde ne cesse de nous faire signe. Et chez Breton, il voit très bien les limites du truc, puisqu'il exerce pour la première fois avec Nadja, et Nadja, elle en devient folle. Cosmiquement parlant, la divinité est dehors. Elle est dehors et elle essaye de nous parler par des signes. Mais exactement comme si on était en prison et que quelqu'un qui venait nous visiter essayait de nous mettre des trucs dans le sandwich qu'il nous donne. Ça, c'est l'image que donne Philippe Cadic dans le roman Ubik, je pense être la meilleure image, à savoir dans Ubik, le mec vivant qui parle aux morts, en fait il y a tout le groupe qui est mort et il essaye de l'adresser à eux, il s'adresse à eux par des publicités, par des produits, par des machins. C'est Ubik qui essaye et c'est une image en fait, Dick ne le savait pas quand il écrit ce roman, il s'en est rendu compte beaucoup plus tard quand il a fait son analyse gnostique, que c'était une image du Dieu, de la véritable divinité qui essaye de traverser les parois de la réalité de ce monde à travers des images, à travers des signes, à travers des machins. Essaye de nous parler. De quoi elle essaye de nous parler? Elle ne va pas essayer de nous parler selon nos ambitions humaines. La lecture du monde par signe a produit en tout cas trois scories, ou trois chutes, qui sont l'un, la personne qui cherche des signes pour le convaincre, la personne qu'il aime va l'aimer, donc l'érotomanie. Les signes qui sont des signes du grand complot, partout les signes de on nous manipule, etc. Ou alors les signes de sa grandeur, genre Dieu me parle, je suis l'élu. Si on arrive à enlever la peur, en gros, la peur, l'amour malade et l'ego, alors on peut véritablement lire le monde comme un livre, c'est-à-dire comme un ensemble de signes, des signes qui nous sont même adressés, mais qui ne nous sont pas adressés en tant qu'on est un amoureux qui va retrouver son amoureuse, la victime des grands pouvoirs, mais qui sont les grands pouvoirs qui dirigent le monde, ou la personne qui a été choisie par Dieu pour devenir une espèce de nouveau messie ou un grand homme. Ça demande à être lu autrement. C'est pour ça que j'ai donné dans ce livre un exemple. Okay, bon, il va triper sur un lieu, un rideau qui bouge, un enfant, etc. C'était il y a 20 ans de ça. C'était une des premières fois que j'allais dans le quartier du Marais, où j'habite aujourd'hui. La première fois que j'allais dans le quartier du Marais, j'accompagnais l'ami d'une amie qui voulait d'abord voir une expo, la galerie était fermée, et elle dit « mais j'aimerais bien revoir l'appartement où je suis ». Et elle dit, je crois que c'est de par là, on cherche à tâtons dans les rues du Marais vers où elle habitait, et elle commence à avoir des mots qui reviennent, elle dit, ici s'est levé le couvent des enfants rouges. Et en fait, le couvent des enfants rouges, ou l'hôpital des enfants rouges, puis c'est un couvent qui est devenu un hôpital, qui est une ancienne bâtisse pour enfants malades située dans le Marais,
Ils appelaient les enfants rouges parce qu'ils avaient des capuchons rouges, parce que c'est des enfants malades et qui étaient orphelins et dont il fallait s'occuper, dont au début l'église s'occupait et ensuite c'est devenu un hôpital. Et il y a un immeuble avec cette plaque. Elle retrouve l'immeuble, c'est là où elle est née. Et elle rentre et elle dit à l'étage habité Maria Pacôme. Bon, il se trouve que Maria Pacôme a comme nom de famille mon prénom qui ne sont pas si au courant, donc ça me fait troubler énormément. Et elle arrive, elle montre une espèce d'étage, et là il y a une espèce de rideau rouge, très théâtre et très Lynch, très machin, très rideau cramoisi qui flotte. L'ambiance est extrêmement bizarre, j'ai l'impression que d'un coup tout commence à trembler, la réalité commence à trembler. On sort, elle dit il y avait un parc, j'allais dans un parc. On sort et on trouve le parc du Temple. On arrive dans le parc du Temple, dans une espèce d'état second, complètement groggy par une espèce de visite. Et là, il y a une petite fille qui se jette dans mes bras, mais qui court vraiment très loin, qui arrive, là, qui se cogne dans moi, et que j'attrape comme ça, vraiment une petite fille. Puis il y a sa mère qui arrive très calme derrière. Je dis c'est votre fille? Elle fait oui, elle s'appelle Magdalena. Et donc, Maria Magdalena, c'était con comme tout, mais tout ça voulait me raconter. Comme ça, je l'ai lu, c'était ça que c'était ce qui compte, ce qui doit compter, c'est rechercher Maria Magdalena. Rechercher Maria Magdalena, à savoir, bon, la Maria Magdalena de Jésus, dont je lirai 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, pour la première fois des textes, en l'occurrence l'évangile de Marie, qui est un des plus beaux des évangiles sans roi, un des plus beaux évangiles gnostiques, je le lirai, et c'est le moment où j'habiterai dans le Marais, où je commencerai à travailler sur ces sujets-là. Dans une vie, quand bien même on recommence cette vie, dans sa vie, on change de métier, on change d'environnement, on change de ville, et se recréer une espèce de microcosme qui est comme le miroir du microcosme précédent et qui apparaît comme la métempsychose du précédent. Les cycles habitent notre vie. Du coup, à partir du moment où on pense que les cycles habitent notre vie, ils devraient habiter le fonctionnement du monde. Donc du coup, la métempsychose pour moi a beaucoup de sens, même si je ne suis pas capable de dire que ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, je me dis, c'est pas pensable autrement. Parce qu'il y a un labyrinthe dans lequel on ne cesse de repasser. Alors, lorsqu'on a l'impression d'avoir, mettons, des souvenirs de vie passée, c'est une question extrêmement délicate, extrêmement compliquée. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Il y a au moins deux façons différentes de l'aborder, qui sont deux interprétations tout à fait autres. L'une qui serait qu'il y a métempsychose, et de type réincarnation, mettons, et donc qu'on revient, on avait fait une vie passée, on revient dans cette vie, dans les souvenirs de la vie passée. L'autre qui sont aussi que c'est des phénomènes de voyance, et que tous les cerveaux sont poreux, et que donc on peut se souvenir de la vie des autres, qui sont passés dans un endroit avant nous, comme mettons une voyante rentre dans une pièce et a le souvenir d'événements qui s'y sont produits. Comme un profiler peut avoir l'impression de vivre des moments du serial killer sur lesquels il enquête. Il rentre dans sa tête et donc il vit des choses de l'autre. Le profiler n'est pas la réincarnation du serial killer. Et simplement, il rentre dans la porosité des espaces psychiques. En réalité, il y a une architecture psychique qui est visitable par d'autres. On produit tous notre architecture psychique, et elle est visitable par d'autres, et nous aussi, on visite celle des autres. Donc du coup, je ne sais pas s'il s'agit de réincarnation, ou s'il s'agit de porosité psychique, qui fait qu'on pourrait avoir des morceaux de vie de plein de gens qui nous reviendraient. Ça arrive tout le temps. On se retrouve dans un lieu, et c'est comme si on avait l'impression de voir des scènes qui s'y déroulaient 200 ans avant ou 300 ans avant. Ça ne veut pas forcément dire qu'on y a été nous en tant qu'individu. Surtout que je doute beaucoup de la réalité de ce nous individu. C'est mon souci principal par rapport à la réincarnation, c'est à la réalité du jeu ou du moi. Ça, je n'ai vraiment pas de certitude de ce truc-là. Au fond, il n'y a comment dire, il n'y a qu'un. Et donc, on est habité par toutes les variations de cet un. On commence une histoire d'amour, et à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a plein d'histoires d'amour qu'on rejoue. On revit dans la jalousie, on revit des scènes d'Othello, dans le machin, etc., etc. On revit des scènes qui préexistent, où on voit les personnages qui reviennent. Et à ce moment-là, c'est que
toute histoire d'amour qui commence porte en elle le souvenir des échecs de toutes les autres histoires d'amour. Vous commencez une histoire d'amour avec quelqu'un, et au fond, ce que vous faites à ce moment-là, sans le savoir, c'est que vous vous retrouvez à marcher dans les pas d'autres amoureux qui sont passés avant vous, et pour qui il s'est passé tel et tel événement. Et ce par quoi vous pouvez tomber, ce par quoi l'histoire peut s'effondrer, peut se casser, peut s'effondrer, est lié aux échecs passés de l'histoire qui déboulent dans la vôtre comme des Hungry Ghosts. Les Hungry Ghosts, ils sont omniprésents dans les histoires d'amour. En fait, chaque histoire d'amour est l'occasion pour tous les amoureux des temps passés de revenir et de dire « Moi, il y a un truc qui n'a pas été réglé, est-ce que tu peux le régler pour moi ?» On y échappe difficilement à ça. Hein. Et je dirais non seulement des histoires réelles, mais aussi des histoires de fiction. Les personnages de fiction, ils frappent à notre porte pour demander qu'on réussisse ce par quoi ils ont échoué. Regardez une fiction qui a obsédé tant de fiction et tant de vie que celle de Vertigo. Combien de variations sur Vertigo il y a eu ? Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Cette histoire, elle obsède les épisodes douloureux du désir masculin du personnage de Vertigo qui tombe amoureux d'une femme. Il se trouve que c'est un piège, que machin, il envoie une autre, il croit que c'est. Enfin, il se demande si elle est revenue, en réalité c'est la même, etc. Tous ces trucs de. On recherche quelqu'un, toute âme, l'idée même que l'âme recherche son âme sœur l'entraîne vers une idée de ce genre-là, je cherche mon âme sœur. Donc en fait, une femme voit passer plusieurs hommes dans sa vie qui sont à chaque fois comme la métempsychose du précédent et l'homme fait pareil, c'est tout genre de truc. Comme dans le poème, la 13e revient, c'est encore la première, c'est toujours la seule, et tu tois au roi, le premier ou dernier, et tu tois aux reines, la première amante. Bref. Reliant les recherches des poètes du 19e, 20e siècle à la question des 100 rois ou des gnostiques, je pense en tout cas qu'il y a vraiment un travail à faire très clairement sur apprendre à discerner ce qui fait signe de ce qui... qu'est-ce que veut dire en tout cas faire signe, quels sont les signes du monde, qu'est-ce qu'ils attendent, parce qu'il y a une dimension poétique là-dedans. C'est-à-dire que la résolution, elle est poétique. Dans le désir de vouloir obtenir tout de suite la résolution, il y a un hubris. Il y a le moment où peut-être l'homme s'enorgueillit et croit qu'il peut tout de suite atteindre une espèce d'état supérieur. Après, des questions se posent sur la question de... Parce que quand même, ce sont des porteurs de feu. Et même si les Grecs qui condamnent l'hubris, ils savent bien qu'on ne peut pas faire sans Prométhée. Prométhée, il a une fonction. Et les poètes, ils se sont brûlés parce qu'ils sont allés chercher immédiatement la lumière. Les plupart sont brûlés. La question est, est-ce qu'on peut chercher la lumière sans être brûlé ? Alors peut-être c'est Dédale. C'est intéressant. C'est-à-dire que dans ces cas-là, de Nerval à Rimbaud, à Artaud, c'est des sortes d'Icare. C'est des figures d'Icare. Et puis après, il y a ceux qui reçoivent la lumière, ou ceux qui essayent de vivre, ceux qui essayent d'apprendre à vivre, parce qu'ils n'ont pas appris à vivre, c'est vrai. C'est vrai. C'est deux choses complètement différentes, et qui sont totalement complémentaires en même temps. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans l'état prophétique, l'état visionnaire, l'état prophétique des poètes, et ceux-là, ils se brûlent au soleil, ils se brûlent à la lumière, ils se brûlent à la vérité. Il y a ceux qui sont dans la tentative de construire une exégèse, c'est-à-dire de construire un parcours de vie possible par rapport à ça. Et eux, ils peuvent être dans le temps, dans l'âge. Et on voit aussi par rapport à des gens qui sont connus jeunes, il y en a un qui va mourir jeune et l'autre qui va mourir très vieux, comme Jarry et Farc par exemple. On en a plein des cas comme ça, la Boétie-Montaigne, tout ça. Il y a celui qui au départ est porteur de toutes les idées, toutes les illuminations, même Rimbaud-Verlaine, quelle qui a été la complexité de leur relation. Vacher Breton, ça se revient souvent. Souvent la personne qui construit minutieusement son parcours de labyrinthe, en fait, a connu la personne qui s'est brûlée initialement à la vérité centrale. Et il essaye d'éviter
ce truc-là, pas seulement pour lui-même, mais pour les autres également. Moi, je crois beaucoup à la phrase de Sohravardi, grand penseur Ishraqiyun du XIe siècle, penseur musulman ésotérique, qui dit « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas. » Du reste, c'est ce que j'ai essayé de faire, moi, quand j'ai travaillé des exégèses sans connaître la phrase Sohravardi, et après en la connaissant. Hein, regarde Twin Peaks comme si ça avait été réalisé que pour toi, regarde Lost comme si ça avait été réalisé que pour toi, écoute les Beatles comme si chanté que pour toi, et en même temps, ce toi-là, il faut, comment dire, ce toi, tu dois l'ouvrir au monde, comme si agis comme si tu étais n'importe lequel de tous les autres. Pense comme si tu étais n'importe lequel de tous les autres. Tu dois refondre ça, refusionner ça avec le monde. L'air de rien, la versification avait d'immenses qualités. Avait d'immenses qualités parce qu'elle elle forçait à restreindre dans une forme précise, les éclats de lumière qui avaient été trouvés. Parce qu'il y a le problème de la communicabilité dans la poésie. Et à partir du moment où on crée des formes, on crée des rythmes, du moins ce rythme peut être communiqué. Et il peut créer une... C'est comme le problème du rythme en musique. C'est-à-dire que c'est passionnant quand on rentre dans des rythmes extrêmement complexes, mais les rythmes extrêmement complexes, ils ont quand même des régularités, même s'ils sont pas, comment dire, classiques. Mettons, si c'est des morceaux qui sont en 13 temps, ou en 15 temps, ou en 17 temps, on est déstabilisé. Mais en fait, à force de les écouter, on rentre dans ce rythme-là.